Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous en podcast hebdomadaire sur l'actu des nouvelles technologies. Dans cet épisode, on va parler de cinéma, de séries, alors même si c'est pas un épisode de Paraculte, Paraculte, vous le savez, c'est un podcast dédié à la pop culture. Si vous avez pas assez d'épisodes de podcast à écouter, je vous invite à aller l'écouter, mais là on va bel et bien parler de tech. Il faut dire que l'actu en matière de distribution de contenu vidéo fait les gros titres dans l'actu tech. Alors il y a le Covid qui a eu des impacts sur les plateformes de distribution de vidéos en ligne, sur la production de contenu aussi, mais on a aussi pour le gros sujet cette semaine une enquête du New York Times qui a presque fait trembler le monument du porno en ligne qui est Pornhub. On va vous raconter tout ça. On parlera aussi de l'enquête lancée aux États-Unis par la FTC à destination de plein de plateformes. Il y a même Reddit et Discord, c'est pour vous dire. On va parler aussi un peu de Apple qui, après avoir internalisé la conception de ses processeurs, va faire pareil avec ses composants dédiés aux connexions réseau. Et puis, on terminera aussi, bien sûr, par une petite rubrique jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et pour parler de tout ça, je retrouve celui qui est au podcast Tech, ce que George Lucas est à Star Wars, ce que Yoda est au Jedi, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Oui, il y a ces deux personnages très différents. Il y en a un qui est très très riche et l'autre qui est mort, donc je sais pas exactement ce que je préfère. Oui, effectivement, mais il y en a un qui a une jolie une descendance qui est au cœur du Mandalorian, il faut regarder Bébé Yoda dans Mandalorian. On a un avis Apple Podcast, Guillaume, de la part de Lionep, qui nous dit qu'on est sûrement le meilleur podcast tech. Super épisode, les chroniques de Guillaume P, ça doit être toi je pense, sont toujours très intéressantes. Il nous faisait une petite remarque sur la restitution de ta voix sur les chroniques. Alors je pense que comme il a déposé cet avis en novembre, ça a dû tomber au moment où on a eu des petits aléas techniques, ça arrive, on est désolé, on espère que c'est corrigé, dites-le nous. Sinon on passe à l'autotune. Exactement. Mais non, on va essayer de rester quand même sur des voix qui sont audibles, sinon ça va être difficile quand même pour nos auditeurs. En attendant, on vous invite à rejoindre notre page Patreon, patreon.com/techcafé, avec plus de 200 soutiens qui font partie de la communauté, avec entre autres, parmi les bénéfices à faire partie de cette communauté, déjà la gratification de soutenir un podcast indépendant, mais aussi bénéficier d'un flux privé du podcast. Vous n'aurez jamais de pub avec ce flux privé. Vous avez aussi le chapitrage des émissions et des infos exclusives. Merci très chaleureusement à Mataki, Cornichon et Gauthier Baudet qui ont renouvelé leur soutien. Et puis, on vous invite aussi pour terminer à rejoindre les discussions de notre serveur Discord. On a parlé de Jean-Marc Jancovici qui est cet expert sur les questions énergétiques et les impacts climatiques, qui ne laisse pas indifférent en tout cas les personnes qui participent à la discussion. Et je voudrais terminer cette intro en rappelant une fois de plus que Mathieu, que je remercie chaleureusement de s'être joint à l'aventure de Tech Café, anime presque quotidiennement le compte Instagram de Tech Café avec des news. Donc voilà, plutôt que de suivre des top modèles qui vous montrent les dernières tendances vestimentaires sur Instagram, je vous invite plutôt à suivre les news à chaud qui sont diffusées en moins de 60 secondes avec des petites infographies. On a que des bons retours très positifs. Ça mériterait que vous allez jeter un coup d'œil sur instagram.com/techcafépodcast ou sur votre appli Instagram bien entendu. Sans autre forme de procès, Guillaume, on attaque nos news de cet épisode. À commencer évidemment par Disney qui a fait des annonces d'énormément de contenu. Alors un enseignement qu'on peut garder à l'esprit de toutes ces annonces, Guillaume, c'est probablement que Disney ne veut plus être considéré uniquement comme ayant la plateforme Disney+, qui serait caricaturalement celle où il y a que des contenus pour les enfants. Ouais, Disney est en furie pour son Investor Day 2020, il a annoncé plus d'une 50aine de nouveautés, donc des nouveaux shows pour la plupart, mais aussi des nouveaux films, une nouvelle chaîne aussi, Disney+, qui s'appellera Star. Il faut dire qu'avec le nombre terrifiant de franchises qu'il possède, il y a du super lourd, parce qu'il y a du Marvel à l'appel, il y a du Loki, du Hawkeye, il y a du WandaVision, du Falcon and the Winter Soldier, du Ironheart, du She-Hulk, du Armor Wars, du Secret Invasion, je connais pas la moitié de ce que j'ai annoncé. C'est clair, j'allais le dire. Donc des films aussi, Black Panther 2, Ant-Man, Doctor Strange, les 4 Fantastiques, tout ça. Et bon, comme si c'était pas suffisant, c'est la folie côté Star Wars, 10 films et séries, on retrouve Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, Lando Calrissian, Cassian Andor, c'est le gars de Rogue One, et même D2, R2 et C3PO qui auront leur série à eux. Bon, ça y est, d'ailleurs, Rogue Squadron sera désormais aussi un film, et je pense qu'il n'y aura aucun rapport avec les jeux vidéo, bien entendu, mais bon, ça s'appellera quand même Rogue Squadron. Tout ça, c'est prévu, Rogue Squadron est prévu pour fin 2023,
D'ailleurs, il y a une suite qui est d'ores et déjà programmée. On aura aussi droit à des séries et des films Pixar à l'appel, 5 séries, 3 films annoncés. Il y a eu tout ça, il y a eu encore plein d'autres trucs, évidemment. Tout ça, ça arrivera quand même progressivement, évidemment, jusqu'en 2023. Plus proche de nous, Disney va passer à presque 9 euros, 8,99 € à partir du 23 février. Mais pour ce prix, tu auras une nouvelle section, la section Star, avec une sélection de contenus plus adultes. Alors pas de porno, juste des contenus qui viennent de Fox, de Searchlight, d'ABC, de FX, etc. Donc sur la page d'accueil, par exemple, on peut voir du Homeland, du Alita, du Bones, du 24, du Prison Break, et des films comme Planète des singes ou Alien Covenant. Donc en gros, c'est Hulu, mais pour tout le monde. Enfin, ça, c'est pour les États-Unis, parce qu'en France, en fait, les catalogues pourront varier, comme d'hab, on sait pas vraiment ce qu'il y aura et ce qu'il y aura pas. En tout cas, pour les années à venir, Disney se recentre autour de Disney+, qui doit croître encore et encore pour compenser les pertes énormes du secteur des parcs d'attractions et des cinémas. Et c'est en bonne voie, en fait, puisque Bob Chapek annonce plus de 86 millions d'abonnés à Disney+, c'est énorme, pour seulement un an d'existence, Bon, après, c'est Disney. Faut voir que depuis 15 ans, Disney a racheté pour 100 milliards de dollars de licences. Et évidemment, ils comptent bien les utiliser. 100 milliards de licences, excuse-moi, je connaissais pas le chiffre, c'est invraisemblable. Ah ben ouais, à peu près, ouais. En tous les cas, c'est le genre de truc qu'il peut utiliser pour bien traverser la mauvaise passe Covid et même aller bien au-delà. On peut s'inquiéter pour plein de monde, mais c'est pas trop la peine de s'en faire pour Disney, je pense. D'ailleurs, quand je dis Disney, je dis aussi bien entendu Marvel, Lucasfilm, Pixar, mais aussi Touchstone, Searchlight, Fox Network, ABC, ESPN, Hulu, Buena Vista, Disneyland, Disney Store, et aussi US Weekly, Hollywood Records, etc., etc., etc. Ouais, c'est vrai qu'on se rend plus trop compte de quoi est constituée la galaxie Disney. D'ailleurs, j'ai été surpris, moi, de me rendre compte qu'il y avait Alien qui était dans cette roadmap avec une série qui se profile donc dans l'univers d'Alien, mais qui se passera sur Terre. Donc, je reste assez dubitatif de ce que ça peut donner. Mais comme je suis très très fan d'Alien, je suis sûr que je vais y voir au moins quelques éléments qui vont me séduire. On verra. Disney, c'est pas les seuls à évidemment être sous le feu d'actualité de la distribution de la vidéo en ligne. On peut faire un petit point sur AMC, mais qui va vraiment, pour le coup, pas très bien. Oui, on peut s'inquiéter légitimement pour les cinémas, et par exemple AMC, qui est une chaîne de cinéma américain qui date des années 20, et qui faisait encore en 2019 5 milliards de chiffre d'affaires, et qui pourrait déposer le bilan dès janvier 2021, faute de liquidité. Et par liquidité, j'entends beaucoup de liquidité, genre 750 millions de dollars, c'est pas étonnant, avec 92% d'entrées en moins cette année. Et c'est un cercle vicieux, le virus empêche les ciné de tourner, du coup les producteurs sortent des films en streaming, ce qui en retour rend les cinémas superflus et donne de mauvaises habitudes entre guillemets aux consommateurs. Donc Disney a sorti Mulan en streaming cette année, on s'en souvient, sous des conditions discutables d'ailleurs, avec un prix discutable. Mais plus généralement, tous les films Warner de 2021 sortiront sur HBO Max, exactement le même jour que leur sortie en salle. Ce qui donne 17 films, ça concerne 17 films, dont Matrix 4, Dune, Suicide Squad, et plein d'autres, et même Wonder Woman 84 d'ailleurs, qui sortira à Noël, sera le premier film, en fait, en 4K HDR d'HBO Max. Donc HBO Max et Warner, en fait, ils font partie de la Warner Media, qui appartient à AT&T. C'est un énorme groupe télécom qui tente de se faire une place sur le marché en explosion du streaming, et marché concurrentiel, donc HBO Max est à la peine pour le moment face à Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. Et au passage, si vous trouviez qu'il n'y avait pas assez de plateformes en France, puisqu'il y avait, en France on a aussi Salto, OCS, MyCanal, etc. Bon, sachez que HBO Max arrive aussi en Europe l'an prochain, donc voilà, encore un abonnement, super. Bon, quel argument pour HBO Max face à la concurrence? C'est gros films, bien sûr. Mais pour les réalisateurs, les pros du cinéma, c'est pas aussi simple par contre, tu vois, donc si tu parles à Denis Villeneuve, qui a fait Dune, donc, considère qu'HBO Max est un échec jusqu'ici, et que son film, et Warner en général, est sacrifié pour rassurer les investisseurs des TNT. D'une part, Dune, c'est pas un film qui est créé pour la télé, il est pensé pour les écrans géants des cinémas, avec leur système sonore, et c'est un argument qui revient souvent, la télé que t'as dans ton salon, elle peut être grande, mais comparé à une salle de cinéma, même aujourd'hui, ça n'a rien à voir, et les films sont souvent pensés pour un terminal de diffusion ou un autre. Donc Dune est sans doute un bon exemple, c'est une fresque épique avec des visuels grandioses, et ça s'apprécie à sa juste valeur sur un énorme écran et avec un son à l'avenant. Et Villeneuve voulait que, d'ailleurs, la sortie du film soit reportée plus tard en 2021, par exemple après une vague de vaccination. Et bon, au-delà de cet argument artistique, Denis assure qu'il n'y a aucun amour du cinéma dans la décision d'AT&T pour l'an prochain, et il craint d'ailleurs que cette décision soit prolongée pour toujours, et court-circuitant les cinémas. En fait, court-circuiter les cinémas, c'est l'avenir du secteur entier qui les inquiète, lui et Christopher Nolan, qui s'est aussi beaucoup exprimé sur le sujet. Alors, on sait que Nolan, il aime pas trop le streaming, il aime pas trop Netflix,
Il explique qu'en substance, les stars qui travaillent chez Warner sont passées sans s'en rendre compte du meilleur studio au pire service de streaming, et ça du jour au lendemain. C'est un vrai souci, hein, parce qu'il y a aussi énormément de personnes qui sont impliquées dans cette histoire, directement ou non. Et c'est vrai que c'est une décision qui affecte beaucoup le retour sur investissement qu'on peut espérer ou pas de tel ou tel film. Voilà, donc ça chamboule un petit peu tout. Et bon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, jusqu'en 2019, en tout cas c'est ce que dit Nolan, hein, le cinéma se portait bien. Il dit que cette dernière, l'année 2019, a été une des meilleures financièrement. J'ai pas vérifié. Hein. Mais surtout, dans une interview sur NPR, Nolan parle de tout le secteur en fait. Des employés de la technique, les preneurs de son, les accessoiristes, les éclairagistes, les acteurs semi-figurants du 3e ou 4e rôle. Tu vois, tout le petit monde d'Hollywood qui vit de cette industrie avec des règles et des systèmes économiques précis, où voilà, ils travaillent pas tout le temps, tu vois, enfin c'est assez particulier, hein, un petit peu comme c'est des intermittents du spectacle en fait. Hein. Et tout ça finalement c'est menacé encore plus par des décisions comme celle des TNT que par la pandémie qui, si elle frappe très fort, finira sans doute bien par être maîtrisée d'une manière ou d'une autre. Alors pour Nolan, le cinéma va bien en fait. Il permet une expérience particulière, hein, c'est un grand spectacle à partager, c'est une expérience sociale, et qui aura toujours sa valeur. C'est ça le cinéma. Et il est mis en danger par contre par une course impitoyable au temps. Les plateformes se battent en fait elles se battent entre elles pour capturer toujours plus notre attention, hein, et la pandémie leur offre l'opportunité de tout faire basculer, et Nolan pense que c'est un grave danger. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, à titre personnel, Guillaume? Parce que moi, je m'interroge beaucoup autour du cinéma ces derniers temps. Je peux pas m'empêcher de regretter le fait qu'on puisse passer à côté d'un rassemblement physique pour des événements culturels, pour la sortie d'un film, aussi profond ou aussi peu profond soit-il sur le plan culturel, mais tu vois, aujourd'hui on me dirait non, finalement toutes les œuvres artistiques qui sont au Louvre, au musée de Picardie à Amiens ou que sais-je, tu peux les consulter en ligne. Finalement, il y a un désamour des musées. Je regretterais quoi, je serais vraiment triste, mais au-delà de cet aspect personnel, de cette espèce de vœu pieux, est-ce que tu penses que la société elle a fait son deuil de ces événements physiques, et est-ce que les événements liés au confinement, au Covid, ont tout simplement achevé une situation? C'est la position que tiennent certains. On a les petits camarades de Niptech, hein, d'ailleurs, qui sont assez critiques par rapport à la consommation du cinéma, où de manière un petit peu sarcastique, ils pouvaient dire de toute façon qui allait au cinéma avant les confinements, quoi. Moi, je serais très intéressé pour avoir un peu ton sentiment à titre personnel par rapport à ça. Je pense que Nolan a raison en fait, c'est-à-dire que les cinémas, effectivement, ils sont à la peine, mais tout simplement parce que les cinémas se repensent depuis plusieurs années déjà, hein, ça fait longtemps, comme des expériences et moins comme des salles de projection. Parce que c'est vrai que si c'est pour regarder juste un film, effectivement, tu peux avoir une très belle télé, ça le fait très bien, tu vois. Mais encore que les écrans de cinéma sont remarquables, hein. Quand on voit un film sur grand écran, c'est une expérience remarquable. En tant que telle, sur l'expérience vidéo, j'allais dire. Bien sûr, mais le fait est que le home cinéma a énormément évolué, et que c'est quelque chose qui est un petit peu moins vrai qu'à l'époque où on avait une petite télé cathodique, voilà, toute moisie. Maintenant, tu peux avoir vraiment un bel écran chez toi, c'est vrai, et c'est quand même nettement mieux. Et un très bon système de son. Voire aussi, des projecteurs. Tu peux même avoir d'ailleurs, j'ai un projecteur. Et j'ai un système de son qui est pas terrible, mais tu peux avoir des systèmes de son qui sont quasiment aussi bons qu'au cinéma, dans le sens où c'est spatialisé et tout, c'est incroyable. Mais le cinéma, c'est avant tout une expérience sociale, déjà, et ça peut être une expérience aussi visuelle et sensorielle, et les cinémas sont en train, réfléchissent à se réinventer aussi comme ça. Et surtout, je pense que le Covid, c'est quelque chose qui va changer certaines habitudes, certainement, mais je pense vraiment qu'une fois que le Covid sera maîtrisé d'une manière ou d'une autre, je sais pas exactement comment, je sais pas quand, me demandez pas, il va y avoir une appétence, une faim monstrueuse pour justement les rassemblements sociaux, les expériences partagées en réel, en présentiel et en physique. Je pense qu'il y a un manque monumental de physique, de présence, de tactile en ce moment, et qu'il va y avoir un énorme retour de ça. Et en fait, c'est ce que dit un petit peu un mec sur Wired, et qui parle du piratage. Alors, je sais que ça part, a priori, ça a rien de commun, je sais, mais alors le piratage, c'est jamais parti, hein. En temps, on le pensait un peu has-been quand Netflix est arrivé, que presque tout était accessible facilement en super qualité pour 8 balles par mois.
Bon, quoi, une sorte d'avant-goût de la licence globale qui dirait pas son nom, mais bon, aujourd'hui, on en est quand même loin. Hein. Il y a une demi-douzaine de services de streaming majeurs, il y a des canaux spécialisés, hein, comme ADN ou Crunchyroll pour l'animation, il y en a d'autres qui arrivent encore, comme HBO Max, hein, je l'ai dit, et surtout, la quantité de contenu qu'elle propose explose et va devenir une multitude de licences ultra populaires, et même des films de cinéma en day one top qualité. Et ça peut signifier qu'une chose, en fait, un nouvel âge d'or du piratage. Parce qu'il y aura toujours un truc que t'as envie de voir et pour lequel t'es pas abonné. Et le temps des screeners et des cams, souvenez-vous, les cams, les trucs filmés dans le cinéma et uploadés après, pour des films encore à l'affiche, ce temps-là est complètement révolu parce que les studios les mettent en ligne eux-mêmes. Donc ça va être la fête pour les pirates. Et en fait, le mec disait, ben c'est pas grave. Parce qu'en fait, les studios et les producteurs savent parfaitement que leurs produits seront piratés. C'est quand même pas une nouveauté. Mulan a été téléchargé illégalement 24 millions de fois en 12 semaines après sa sortie. Et tu penses que le Mandalorian, il est vu que par des abonnés? Que Andor et Ahsoka Tano ne seront vus que par des abonnés? Que Matrix 4 ne sera vendu que sera vu que par des gens de HBO Max ou des gens qui sont allés au cinéma? Certainement pas. Et c'est pas forcément grave, parce qu'il est probable que ces films aient encore bien plus de spectateurs lors de leur sortie, grâce au piratage, que sinon, quoi. Plus de gens qui voient les films, ben, c'est plus de gens qui en parlent, c'est plus de gens qui en font la promo, et il n'est pas exclu que cette publicité fasse monter, in fine, le nombre d'abonnements à HBO Max. Et pour Disney, c'est même mieux. Il y a des millions de gens qui ont vu Mulan et le Mandalorian, hein, sans payer. Ok, mais maintenant ils connaissent les œuvres. Et Disney, c'est aussi un empire de jouets, de parcs d'attractions, de merchandising. Plus de gens qui voient le Mandalorian, c'est plus de gros goûts en plastique qui sont vendus à tout le monde. Plus de gens qui parlent de Beskar, ben c'est plus de gens qui en encouragent d'autres à s'abonner. Et quand la pandémie sera maîtrisée, dans 1 an, dans 2 ans, je sais pas, les parcs réouvriront. Et il y aura plus de gens que jamais qui auront vécu pendant des mois avec ces héros, anciens et nouveaux, hein, qui viendront à Disneyland. Tu vois, il fut un temps où la première protection contre le piratage, c'était l'absence de support. Comme personne n'avait de graveur, hein, les jeux sortaient sur CD, il n'y avait aucune protection. Hein, la limite était technique. Personne ne pouvait copier, de toute façon. Bon, voilà. Ben, aujourd'hui, les films de cinéma auront des copies de qualité parfaite qui seront distribuées day one chez n'importe qui, par les mecs eux-mêmes. Avouez que c'est quand même tendre le bâton pour se faire battre. Mais peut-être que ça impacte pas les studios tant que ça, voire qu'ils estiment que ça peut leur être profitable dans un cadre plus grand. Et pour le journaliste, en fait, l'économie post-Covid se nourrira d'un désir frénétique d'événements physiques en présentiel, voilà, de réunions sociales devant des contenus, des spectacles, des attractions, des films, des séries. Les films et les séries, finalement, seront été que la campagne marketing de ces expériences-là. Tu vois, alors ça pourrait très bien mettre à genoux l'économie d'Hollywood, hein, peut-être, je sais pas, mais peut-être pour faire naître un nouveau modèle de divertissement où l'expérience serait centrale, où on veut vivre des choses après avoir été spectateur trop longtemps. J'aime beaucoup ton point de vue et très personnellement je le partage. On peut que se souvenir, et j'aime pas trop ces raisonnements d'ailleurs sur des sujets tels que la tech où on essaie de faire preuve d'un peu d'objectivité sur lesquels on base des expériences personnelles un peu sentimentales, mais il est vrai que moi j'ai des souvenirs de films que j'ai vus en présence d'autres personnes, d'amis avec qui j'ai eu des partages d'échanges sur le plan social que je n'ai pas sur le plan numérique, et effectivement s'il n'y avait plus ça, demain ça me manquerait cruellement. Il y a aussi un autre aspect auquel on peut penser, et je vais brancher un peu notre copain Léo Duff qui a fait une vidéo récemment que tu as peut-être vu Guillaume, mais qui a été très critiquée, où il dit qu'il a inventé son propre Netflix et il donne quelques indications sur les outils qu'il a utilisés, un serveur Plex en ligne avec des outils qui automatisent les téléchargements en fonction des sujets qu'il a en centre d'intérêt, ce qui au passage sur le plan de l'expérience de l'informatique personnelle est quelque chose de remarquable. Qui au passage fait de cette vidéo, je trouve un vrai traitement hyper intéressant, même sur le plan graphique et créatif. C'est vraiment très très bien fait de la part de Léo Duff. C'est pas parce qu'on le côtoie un petit peu que je dis ça, c'est vraiment parce que je le pense. Et il critique l'aspect algorithmique des plateformes de streaming. C'est vrai on peut avoir facilement en tête le fait que Netflix va nous recommander des choses qui sont des choses issues de ce qu'on a déjà vu, de ce que les personnes qui sont dans les mêmes profils que nous ont déjà vu. Ils vont d'ailleurs jusqu'à personnaliser les images, il faut le rappeler, hein, Netflix, ils vont jusqu'à personnaliser les images des séries et des contenus qui sont présents sur la plateforme pour mieux nous inciter à les regarder. Et donc ça fait évidemment réfléchir, et quoi de mieux effectivement que d'aller sélectionner des contenus dans des dispositifs de diffusion tels
tels que les cinémas. Alors oui, on est influencé par des campagnes marketing, publicitaires, par des influences sociétales, mais malgré tout, on reste maître de sa consommation, contrairement à ces plateformes de distribution de contenu. Et je crois qu'il faut tout simplement en rester conscient. En tout cas, tu parlais de téléchargement illégal. Ça nous rappelle il y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, il y a quelques années, où on avait la diffusion de spots de la Hadopi, et puis surtout l'arrivée de la Hadopi qui a essayé de lutter contre ces phénomènes de piratage. Et là, on a une nouvelle campagne qui se lance, Guillaume. Ouais, alors, bon, le mercredi, c'est coup de gueule, affirme la vidéo d'Anis, sur le site de campagne de pub qui a été lancé par la Hadopi, donc il y a une nouvelle campagne. Bon, bah écoute, on est mardi, là, mais j'ai aussi un énorme coup de gueule sur cette même campagne, en particulier d'ailleurs sur cette vidéo, mais pas que. Mais d'abord, le contexte, alors la Hadopi choisit de se moquer des défauts traditionnellement associés au contenu piraté, donc il y a la qualité, la lenteur du streaming, la possibilité de se prendre des malwares, etc. Bon, la pertinence de ces arguments est discutable, la plupart des gens téléchargent, puisqu'ils ne streament, donc je suppose. Bon, et puis les vidéos elles-mêmes ne contiennent pas de virus, donc bon, il suffit d'un petit peu de bon sens, d'un navigateur moderne, un peu protégé, pour pas craindre grand-chose si on fait pas n'importe quoi, mais enfin passons. Autre chose, dans la vidéo de Riyad, à la fin, on a la musique de Netflix. Bravo, Salto vient de se lancer, mais l'unique référence à du streaming légal qu'on a là, c'est Netflix. Ah, c'est sûr qu'il a besoin de la pub de la Hadopi Netflix, C'est une pub qu'on paye avec nos deniers d'ailleurs, mais bon. La question n'est même pas là. Je discuterai même pas de la qualité approximative des vidéos ou de l'image pas ultra valorisante de la jeunesse qui est véhiculée. Mais c'est surtout la vidéo d'Anis qui m'a révolté. Anis dit, il y a des gens qui téléchargent et ça l'énerve. Et son principal grief, c'est en plein milieu d'une phrase, normale, il y a un accent anglais, je cite. Et le voilà qu'il donne l'exemple. Le bureau de Harry Potter. Faisant allusion tout simplement aux versions québécoises, très fréquentes sur les sites de téléchargement. Et là, il continue. Qui sont même parfois diffusées à la télé, par erreur. Ça a été le cas sur TMC. Pourquoi pas. Et là, il continue, il dit « C'est chum, c'est dégueulasse, vous méritez mieux que ça. » Mais wow, tu te rends compte de ce que tu dis là, gars ? Tu te rends compte que tu utilises de l'argent public pour afficher une condescendance, voire une xénophobie révoltante vis-à-vis du Québec ? C'est-à-dire, je passerai sur l'idiotie crasse qui consiste à se moquer de gens qui prononcent de la bonne manière les choses, parce que J.K. Rowling, qui a créé Harry Potter, elle dit Harry Potter, tu vois, elle dit comme ça, elle dit pas Harry Potter. Bon, les Français disent peut-être Détroit, mais 500 millions d'anglophones, dont les gens qui habitent dans la ville, disent Detroit. Donc les Français, ils peuvent se moquer, mais bon, voilà. Mais c'est bien pire que ça. Anis, putain, tu parles des films québécois, que les Québécois regardent. Tu parles de leur manière de parler, qui est chum, qui est dégueulasse. T'es en train de dire que les Français valent mieux que ça. Que les Français doivent pas s'abaisser à écouter des versions originales québécoises, parce que quoi ? Parce que c'est pour les bouseux ? Parce que les Québécois, c'est des sous-français ? Non mais on est où, là ? Hadopi, avec nos impôts, fait passer un message qui est carrément méprisant, insultant vis-à-vis de notre pays, et c'est moi qui ai payé pour ça ? Je suis scandalisé, je suis outré. La Hadopi n'a jamais servi à grand-chose, et elle a toujours coûté très cher. Mais là, c'est le pompon, quoi. Qu'elle produise des vidéos ringardes qui servent à rien, ça passe encore, on est habitué, Mais là, c'est la ligne rouge. Quand on arrive à être xénophobe volontairement ou juste par pure incompétence, c'est totalement inacceptable. Et il est vraiment temps que ça s'arrête. Il est vraiment temps que ce truc crève, et puis qu'on n'en parle plus, Ouais, j'étais particulièrement choqué aussi, et puis en plus j'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises avec mon copain Matt qui est au Québec, qui lui-même d'ailleurs a pu recevoir, alors pas de manière très fréquente, mais à certaines occasions, il s'est exprimé d'ailleurs avec un article de blog sur le sujet. Sur des critiques sur sa façon de parler, parce que lui-même là-bas essaye de toucher aussi beaucoup nous en France qui sommes une grosse audience de podcasts francophones, peut-être plus qu'au Québec potentiellement, et donc effectivement il a sa diction qu'il adapte pour arriver à être le plus compréhensible et s'insérer le plus naturellement dans les conversations de tous, et enfin moi j'adore quoi, et effectivement de recevoir ce type de remarques c'est particulièrement insultant, et de voir ça dans cette publication Hadopi, c'est choquant, très clairement choquant. On va pas s'attarder plus que ça sur le sujet, puisque tu as largement fait passer notre sentiment dessus. On va parler quand même, pour terminer cette rubrique, de cet article du New York Times qui est très dérangeant à la lecture. Honnêtement, quand on le lit, ça met mal à l'aise, ça met très mal à l'aise, qui critique, qui dénonce même plutôt des laissés-faire de la part de Pornhub et de la part de ses partenaires sur pas mal de vidéos qui sont hébergées sur ce réseau, Guillaume.
Ouais, bah, le streaming a son dark side lui aussi, hein. Enfin, c'est un côté noir, bon, pas tant que ça, disons qu'il a un côté rose, bien connu, avec des tubes porno à foison, hein, qui ne désemplissent pas depuis 10 ans. Bon, Pornhub, c'est 3,5 milliards de visites par mois, c'est 3 milliards de pubs affichés par jour, c'est un des 10 sites les plus visités au monde, et il se présente d'ailleurs lui-même, hein, comme le porno mainstream par excellence. Mais le problème, c'est que ces tubes coquins, tout roses, hein, là, charrient parfois des trucs graves, et Pornhub, bah là, il est dans la tourmente suite à un article de New York Times et de Motherboard, en fait, qui décrit que bah, beaucoup trop de vidéos d'adolescentes sont en fait exactement ça, et pas des fictions, comme on pourrait s'y attendre. Le site bannissant bien évidemment tout contenu illégal, non consensuel, etc., a priori, parce qu'il contient aussi des vidéos de viol réel et de revenge porn. Et tout ça est facilité par le fait que Pornhub est comme YouTube, hein, n'importe qui peut uploader une vidéo. Donc un viol est, voilà, un viol. Comment dire si c'est simulé ou pas? Bon, on peut rien dire. Et je veux dire, on peut rien dire du tout. Et tout le monde, enfin MindGeek en premier, hein, suppose opportunément peut-être que ses utilisateurs ne posteraient jamais un contenu aussi horrible. Bah, MindGeek, c'est le nom de la boîte, hein, qui est derrière Pornhub et derrière plein d'autres sites. Et derrière plein d'autres sites, effectivement, c'est des accusations qui sont extrêmement graves, qui sont propres à refroidir nettement les ardeurs des visiteurs, autant que celles des prestataires, parce qu'il y a Visa et Mastercard qui ont d'ores et déjà annoncé qu'elles cessaient leur collaboration avec MindGeek, au moins le temps de l'enquête. PayPal avait déjà coupé les ponts d'ailleurs, ce qui pose un autre souci, hein, parce que rien n'est simple, hein, donc il y a des modèles et des actrices sur la plateforme qui commencent à être à court de moyens de se payer, et il y a aussi des gens qui en vivent, hein, et donc il faudrait pas les étouffer au passage, évidemment. Bon, Pornhub est déterminé à lutter sans équivoque aucune contre l'exploitation des enfants, etc., etc., etc. On s'en doute, mais concrètement, comment contrôler toutes les vidéos? Et sur chacune, comment valider de manière certaine qu'il s'agit bien d'un acte mutuellement consenti? Bah écoute, c'est difficile, puisque Pornhub a désactivé l'upload pour les utilisateurs non vérifiés, il a surtout éliminé toutes les vidéos provenant de ses utilisateurs, soit 10 millions de vidéos, et c'est la majorité des vidéos qu'héberge Pornhub, tout simplement, puisqu'on est passé a priori de peu près 13 à 3 millions de clips à peu près. Donc il va aussi désactiver le téléchargement, hein, pour que les vidéos puissent plus être repostées, et en fait les mesures concernent tout MindGeek, donc les vidéos, toute la galaxie, on va dire, MindGeek. Donc les vidéos pourront revenir au cas par cas, après modération et vérification des utilisateurs, ce qui veut dire que je pense que le gros de la troupe va finir à la poubelle, hein, soyons clairs. Donc c'est des actions qui vont énormément diminuer le nombre de vidéos présentes et uploadables, hein, et de vidéos tout court donc, et changer d'ailleurs drastiquement la dynamique du site. Et peut-être que, est-ce que ça va suffire à rassurer tout le monde, c'est pas sûr. Le Parti libéral québécois, dont alors on en parlait, il y a une bonne raison, c'est que Pornhub habite à Montréal. Il appelle donc à lui à une enquête et des poursuites pénales au siège même de Pornhub. Hein. Ça fait un petit peu longtemps qu'ils sont pas très très contents que Pornhub donne une certaine image de Montréal. Les exemples du New York Times sont terribles. Hein. Ils commencent avec Pornhub effectivement, mais l'article insiste sur le fait qu'il est loin d'être le seul. Le seul site porno de ce type déjà, voilà, mais c'est pas le seul site porno de ce type, mais c'est pas le seul endroit d'ailleurs où ce genre de contenu s'échange de manière relativement simple et courante. Et là on cite Reddit, Facebook, Twitter, Google. Google répond à toutes les questions, et si vous cherchez une petite ado, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, il va vous en trouver. Et le robot de recherche n'a aucune idée, hein, si la fille en question est une actrice ou pas. Young Porn, c'est une actrice qui renvoie 920 millions de vidéos sur Google. Donc voilà, c'est monstrueux. Et depuis 2015, la croissance du nombre de vidéos que le National Center for Exploited Children reçoit est exponentielle, hein, de 6,5 à 69 millions. Et donc, Pornhub n'est pas le seul à avoir le problème. Il révèle même qu'il n'a reçu que 118 signalements en 3 ans. C'est très faible. Facebook rapporte en avoir éliminé 12,4 millions, mais c'est sans doute les arbustes qui cachent la jungle. Hein. J'ai pas essayé, mais bon, l'article affirme que les vidéos de ce type se trouvent par centaines, encore, et il est possible que les utilisateurs les flaguent pas, tout simplement. Parce que ils sont sur un site porno, ils réalisent pas, ils réagissent pas, je sais pas. Et voilà, donc c'est très compliqué, c'est une difficulté que rencontrent les modérateurs eux-mêmes. Mais bon, alors comme il y en a, on ne sait pas, mais l'auteur a interviewé un gars qui lui aurait confié qu'il y aurait moins d'une centaine de modérateurs dans le monde, pour 1,36 million d'heures de vidéos uploadées par an. Et on tape... C'est fort peu. C'est quand même fort peu, hein, et on tape sur Facebook, il y a 15 000 modérateurs quand même. Hein. Donc... Écoute, le porno est un domaine toujours délicat, un endroit brumeux et dont on n'aime pas trop se mêler, dont on n'aime pas trop parler. Regardez, Amazon et Facebook. Voilà, Facebook, par exemple, il est attaqué en antitrust par tout le monde. Et tout le monde a une idée de pourquoi, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais regarde MindGeek maintenant. Parce que MindGeek, c'est Pornhub, mais c'est aussi RedTube, YouPorn, c'est aussi Brazzers, c'est aussi Reality King, etc., etc. Et si tu regardes une vidéo porno, t'as 75% de chances qu'elle vienne de MindGeek. Est-ce qu'on a déjà entendu parler de procès antitrust contre MindGeek ? Jamais. Et qui connaît Stéphane Paco ? Stéphane Paco, il est propriétaire de 2 sites qui sont 8e et 13e mondiaux en termes de trafic.
juste derrière Pornhub et Twitter. Et donc ces deux sites, c'est Xvideo et XNXX. Et ils sont regroupés dans la holding WGCZ, qui rachète des boîtes à 100 millions de dollars, hein, quand même, hein, pourtant, mais bon. Et avec le russe Xhamster, ce sont littéralement les GAFA du cul. Et personne ne les connaît. Personne ne les connaît bien, et personne ne semble s'y intéresser plus que ça. Et finalement, ils sont rarement inquiétés, on n'y touche pas trop, même pour réguler. Je sais pas, peut-être que c'est ça là, en tout cas. S'il n'y a pas ce genre de gros scandale qui éclate, on regarde pas trop, quoi. Ouais, déjà que c'est compliqué de réguler les autres acteurs qui ne sont pas dans des sujets aussi directement sulfureux, voilà. Autant ça doit être encore plus compliqué avec ces plateformes-là. De toute façon, dès qu'on parle de modération de contenu qui est distribué par les utilisateurs, ça reste des sujets particulièrement compliqués. Si vous avez la possibilité, allez lire l'enquête en 4 parties du New York Times qui sensibilise, je trouve, beaucoup sur le sujet. Et moi, c'est peut-être l'enseignement que je voudrais garder par rapport à ce sujet, c'est que au moins on a eu l'opportunité de se poser la question et que ça a mis des lumières sur quelque chose qu'on ignorait, on était peut-être très nombreux à ignorer, et c'est très bien comme ça. Au passage, Pornhub depuis aujourd'hui se rabat sur les cryptos pour payer les abonnements maintenant premium, puisque donc comme tu l'as dit, Visa et Mastercard ne permettent plus de faire ces paiements, et sans PayPal non plus. Ils invitent à se tourner vers le Bitcoin, le Monero ou l'Ethereum par exemple, mais il y en a d'autres, pour payer les abonnements premium. Bon Guillaume, tu as parlé des attaques qui avaient lieu à l'encontre de Facebook sur ses pratiques en matière de régulation. C'est parfait, on enchaîne avec une deuxième rubrique. Et pour cette deuxième rubrique, et pour la commencer, je vais faire un petit peu écho à mon intro, parce que la FTC a lancé une enquête qui concerne vraiment beaucoup de plateformes. Il n'y a pas que les GAFA dans ce sujet. Oui, il n'y a pas le jaloux. Hein. La Federal Trade Commission aux États-Unis donc a lancé une enquête sur la gestion de la vie privée d'à peu près tout le monde. Donc il y a YouTube, WhatsApp, Twitter, Twitch, TikTok, Snapchat, Reddit, Discord et leur maison mère. Donc ça veut dire que Google, Amazon, Facebook, ByteDance sont directement questionnés. Et questionnés sur quoi ? Sur comment ils récoltent, utilisent, tracent, estiment et déduisent les informations personnelles ou démographiques. Comment ils déterminent quel pub ils montrent à qui. S'ils appliquent des algorithmes et sur quoi. Comment ils mesurent et favorisent l'engagement, comment leurs pratiques affectent les enfants et les adolescents. Voilà, donc autant dire qu'ils veulent tout simplement tout connaître en détail du business model de tout le monde, et tant pis si c'est un secret industriel. Donc une attention d'ailleurs qui sera tout particulièrement portée sur l'impact qu'ils ont donc sur les plus jeunes. Bon, la FTC fait ça dans le cadre d'une enquête, et pas d'une sanction, mais évidemment, les informations glanées pourront servir à une procédure subsidiaire. C'est un pas supplémentaire vers un gros retour de flamme, voilà, des régulateurs sur la big tech. La semaine dernière, cette même FTC accusait Facebook de maintenir indûment son monopole à travers des acquisitions prédatrices, et elle n'était pas seule, puisqu'il y a pas moins de 48 États qui ont porté plainte contre Facebook pour abus de position dominante, et lui demandent tout simplement de lâcher Instagram et WhatsApp, portant acquis en 2012 et 2014, sans que les régulateurs de l'époque n'aient particulièrement levé un sourcil. C'est d'ailleurs l'argument avec lequel se défend Facebook, qui, maladroitement, je trouve, taxe ses accusateurs de révisionnisme. Non seulement on leur a pas interdit de le faire, mais en plus, ça a pas nui aux consommateurs, puisque ça a rendu les produits meilleurs. Alors évidemment, toute la nuance étant comment on définit meilleur. Meilleur comment, meilleur pour qui, qu'est-ce qui est meilleur pour le consommateur, avoir plein de fonctions à la mode, ou respecter sa vie privée, son temps d'attention, avoir le droit de changer de plateforme. Quand une application rétroactive du droit, c'est pas forcément impossible en fait, surtout si la situation a changé, et beaucoup, et c'est sans doute le cas en 8 ans dans le secteur tech, ça a le temps de pas mal bouger. Donc bon, Facebook, de toute façon, est super maladroit. Il était enterré sous les scandales, et il voulait lancer une monnaie mondiale, bien sûr. Sous le feu des critiques pour sa position dominante, il oblige des mecs qui veulent jouer à Dark Vador en VR à créer un compte Facebook, et à l'utiliser, alors que ça n'a rien à voir avec la sauce. Et bon, moi ça m'a pas plu, mais ça n'a pas plu aux Allemands non plus, puisque le Bundeskartellamt, donc c'est le bureau fédéral des cartels, considère que c'est un abus de pouvoir, que de requérir un compte Facebook pour utiliser son Oculus Quest, parce qu'il trouve que la VR est un essor, qu'elle pourrait faire partie de la vie quotidienne et même du télétravail à court ou moyen terme, donc obliger les gens à passer sur Facebook pour utiliser un casque, c'est abusif. Donc décidément, l'année 2021 va être très intéressante pour les GAFA, je sens.
Ouais, peut-être même 2022 et les suivantes parce que ça risque de durer. Moi, sur ces éléments d'actualité, en tout cas, un truc qui me gênerait particulièrement, c'est effectivement, ça donnerait du grain à moudre à Facebook, mais c'est le fait qu'on puisse revenir en arrière sur des autorisations d'acquisition. Je trouve que pour le message que ça donnerait sur la portée des décisions juridiques et de l'encadrement de ce type de rachat, ce serait pour moi très problématique parce que ça donnerait très peu de valeur à une autorisation ou au contraire une interdiction, et ça, pour moi, ça constituerait une forme de début de jungle. Mais je crois qu'il vaudrait mieux laisser s'exprimer des experts en matière de droit, comme on l'avait fait à d'autres époques pour parler de ce sujet, plutôt que de nous exprimer là-dessus, parce qu'il y a des enjeux juridiques très importants, évidemment. Tu parlais en tout cas de Facebook qui capte, bon, on le sait, hein, ils sont très bons pour capter notre attention au travers d'Instagram, de tous leurs produits. D'ailleurs, c'est un petit peu leur marque de fabrique et c'est les principes de beaucoup de services tech aujourd'hui. Et on a déjà relayé, Guillaume, par le passé, le fait que les concepteurs même des notifications push, de toutes ces petites interactions sur le smartphone avaient consciemment et savamment mis en place ces mécaniques pour de l'addiction. Ça a d'ailleurs fait l'objet du documentaire, hein, qui a été diffusé sur Netflix il y a pas très longtemps, dont on avait un petit peu parlé. Mais finalement, tout n'est peut-être pas si noir ou blanc, Guillaume, finalement. Ouais, enfin, bon, quand même, c'est vrai, au passage. Si, on va le nuancer un peu quand même. On a une étude anglaise, hein, ouais. Alors, c'est une étude sur 37 personnes des deux sexes, hein, d'une moyenne d'âge de 25 ans. Donc, qui est quand même limitée, mais intéressante par ses résultats qui sont un peu contre-intuitifs, puisque bon, moi, par exemple, hein, j'ai personnellement désactivé pratiquement toutes les notifications et alertes sur mon smartphone. Si vous avez fait pareil, vous avez sans doute comme moi l'impression que ça vous protège. Ben en fait, pas totalement, puisque seulement 11% des interactions avec le téléphone ont été initiées par des notifs. Donc 89% des interactions, qui ont lieu en moyenne toutes les 5 minutes, viennent des utilisateurs qui ont bien été dressés par les applications, hein, ces applications parmi lesquelles WhatsApp, Instagram et Facebook figurent en bonne place, hein, c'est les principales. Alors, c'est pas des interactions longues, hein, c'est 64 secondes en moyenne, la moitié font moins de 23 secondes, et il y a même, c'est juste des checks sur l'écran d'accueil. Bon, les interactions les plus longues sont bien entendu sur les applis qui ont des scrolls infinis, hein, pas de surprise, comme Instagram et compagnie. Bon, les interactions initiées par une notif sont en général moins longues, ce qui veut peut-être dire aussi plus efficace, à un sens, ce qui veut dire que nous sommes nos pires ennemis. Voilà. Ça veut pas dire que les notifs ne nuisent pas à la concentration, hein. Ça veut dire que beaucoup de gens sont comme des gros fumeurs qui allument clope sur clope toutes les 5 minutes. Hein. L'utilisation du smartphone est tellement une habitude, une routine, qu'elle devient un automatisme. Et cet automatisme n'est pas épanouissant, puisqu'il y a quand même de nombreux participants qui ont été choqués et déçus par leur comportement pavlovien, et trouvent par ailleurs que les groupes chat sont pénibles. Bref, prise de conscience de nos habitudes, un petit nettoyage pourrait être bénéfique, et là je vous renvoie un certain épisode hors série de Tech Café. Ouais, et je vous invite évidemment à remonter d'un épisode dans le flux du podcast. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec Elias, qui est un jeune de 17 ans, qui est absolument pas, je pense, représentatif des usages numériques des jeunes, et il le confesse lui-même. Mais il nous a parlé de son regard critique sur les personnes de son âge et de leur usage de la tech. Il nous a parlé de sa démarche de minimalisme digital. C'était, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant en tout cas, et très rafraîchissant d'avoir son témoignage. Peut-être à renouveler sur d'autres sujets d'ailleurs. Apple aussi est attaqué, Guillaume, et cette fois-ci c'est un acteur qui revient presque d'outre-tombe. C'est Cydia, qui était et qui est plutôt ce magasin d'applications sur iPhone alternatif, qui, pour la petite anecdote, est arrivé même avant l'App Store. On a du mal à s'en rappeler encore de ça, Guillaume. Et ouais, d'ailleurs, t'as remarqué que Microsoft et Apple sont remarquablement absents de la liste de la FTC. Hein. Ouais. Apple continue de faire l'élève modèle, bien sûr, avec son Nutri-Score, le Nutri-Score pour la vie privée sur son store, là, qui est sur un App Store, qui rentre en vigueur officiellement ce mois-ci avec iOS 14. Ce qui est pas forcément un mauvais élément quand même en soi. Non, j'ai pas dit ça, pas du tout. Cela dit, Apple a quand même ses propres problèmes, hein. Le business model de son App Store, un des derniers à se lancer dans l'attaque de ce monopole-là, des applis, c'est Cydia, Cydia, le magazine d'applications d'iPhone jailbreaké. Bon, pour non officiel qu'il soit, Cydia était le premier, effectivement, magasin application de l'iPhone avant même qu'il en ait un tout court. C'est parce que, évidemment, on s'en souvient peut-être pas, mais l'iPhone est sorti sans App Store du tout. Voilà, réinstaller une appli, c'était pas jugé nécessaire, comme quoi. L'avenir était au web app. Exactement, tout serait passé par le navigateur, alors que maintenant ça les emmerde bien parce que justement Stadia peut passer par le navigateur. Mais bon,
L'argument est toujours le même en ce qui concerne Cydia, et il est assez logique, venant de lui. Apple a le monopole de la distribution des apps, et ne devrait pas, parce que Cydia, en gros, devrait être autorisé, comme d'autres sur iOS. Donc Cydia rejoint Epic, Spotify, Deezer, Match, etc., dans la grande bataille contre le monopole d'Apple. Et pendant ce temps, je dirais pas qu'Apple s'en fout, mais on va dire que philosophiquement, ça a quand même l'air de lui en toucher une sans faire bouger l'autre, parce que il vient quand même de devenir un concepteur de CPU de classe mondiale, qui lui permet de créer un ordinateur personnel de A à Z. Bon, ou presque. Apple cherche désormais à jarter le peu de collaborateurs qui lui restent encore dans les téléphones. Bon, là, effectivement, on peut quand même le comprendre, puisqu'il veut jarter Qualcomm. Et quand on voit les pratiques de licence de la boîte, et les procès qui les deux se sont jetés dans la tronche pendant des années, qu'on a parfois relayé ici, on comprend pourquoi cette année Apple a lancé sérieusement la recherche et la conception de son propre modem cellulaire. Alors ils se sont basés très certainement sur la division radio qu'Apple a racheté à Intel l'an dernier. Et donc très vite, Apple va avoir ses modems, peut-être même l'année prochaine, donc c'est des modems 4 et 5G, très probablement. Et comme Apple n'est jamais assez gros, n'est jamais assez omniprésent dans toute votre vie, on reparle des voitures Apple. Et le DigiTime rapporte que TSMC travaillerait sur des composants automobiles pour Apple, et en particulier des composants pour des voitures autonomes. Donc TSMC collabore avec STMicro sur des composants un peu différents, des composants de puissance, pour des chargeurs ou des redresseurs, donc pour des modèles hybrides ou des modèles électriques, et on suppose que ça serait aussi relié à l'Apple Car, d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, d'ailleurs, Apple sera en discussion avec d'autres fournisseurs du secteur automobile, et il embauche du personnel, en particulier venant de Tesla, donc tout ça est encore des phases très préliminaires. Bon, le DigiTime se mouille pas des masses, puisqu'il parle d'une fenêtre 2021-2025, bon, d'une possible présentation l'an prochain, mais Min Chico, le Madame Soleil Apple numéro 1, lui table sur 2023-2025 plutôt. C'est vrai que très honnêtement... On est large. Moi, si on me demandait, je verrais pas du tout ça en 2021. Je veux dire, bon, là, on parle d'une voiture électrique autonome dont on n'a jamais vu le bout du nez, le bout de la calandre. Et en plus, c'est une voiture autonome, ça veut dire des tests, et encore des tests. Là, ils ont même, elle n'existe pas. Tu peux pas sortir comme ça ex nihilo une voiture autonome, ça a aucun sens. Donc, je pense qu'on est encore assez loin, mais bon, va savoir. Bon, il y avait quelques temps, tu nous disais qu'un Mac avec processeur ARM, ce serait pas de mal la veille. Bon, cela dit, ça a mis du temps entre le moment où tu as dit ça et c'est arrivé. Mais il est indéniable qu'une voiture autonome, ça sortira pas vraiment comme ça, probablement. En tout cas, pas comme on l'imagine. Au passage, en parlant des iPhones, en tout cas d'Apple, on va parler des iPhones. Et on a eu un premier cas de piratage qui a été démontré par un chercheur en sécurité, qui est assez bluffant parce qu'en fait, grosso modo, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, quoi. Il suffit d'être à portée de réseau et d'injecter des informations pour tout simplement récupérer des données sur ce smartphone. Ça fait peur, Guillaume. C'est le piratage le plus flippant. N'importe qui à 10 mètres ou plus peut avoir accès à toutes tes données sur ton téléphone sans que ni toi ni lui n'ait même à le toucher. Et c'était possible dans iOS 13 avant le mois de mai, avant qu'un patch Apple, il y a un patch qui corrige ça, rassurez-vous maintenant. Donc c'est suite à la découverte d'une vulnérabilité monstre quand même dans le driver AWDL d'iOS. Donc c'est le driver qui s'occupe du réseau maillé, et donc en fait c'est un truc qui s'occupe des fonctions, qui permet des fonctions comme AirDrop tout simplement, donc fonction de pair à pair. Et le pilote était buggé, donc il était possible de faire un dépassement de pile. Donc en gros, envoyer un paquet beaucoup trop gros, et à la fin du paquet, au-delà de la fin officielle des données, tu mets un programme. Et donc ce programme, en fait, il est écrit avec les données, et il se retrouve écrit en mémoire par erreur, ce programme. Et le truc, c'est que le programme qui a été écrit là, en fait, il a le niveau de privilège de celui qui l'a écrit. Et celui qui l'a écrit, c'est le pilote AWDL, et ce niveau de privilège, c'est celui du noyau. En un mot, donc, c'est Dieu, tout simplement. Donc il est possible de passer en God Mode sur un iPhone simplement en lui envoyant un paquet Wi-Fi, donc sans le toucher, et sans même que le téléphone n'affiche quoi que ce soit d'ailleurs, parce qu'il affiche même pas de message d'erreur. Et donc le chercheur de Project Zero, alors c'est pas le jeu vidéo, c'est le labo de Google, il a mis au point un système avec un laptop, un Raspberry et un adaptateur Wi-Fi qui permet d'accéder aux emails, aux photos, aux mots de passe, et même aux clés crypto, tout ça en quelques minutes. Bon, pas de preuve que ça utilise... Pour 50 balles, sans compter l'ordinateur, quoi.
Ah bah oui, parce qu'en plus, bon, c'est que des trucs, enfin, évidemment le Raspberry Pi, mais même l'adaptateur Wi-Fi, c'est un adaptateur Wi-Fi que tu peux trouver dans le commerce, hein, c'est pas des trucs, voilà, c'est quelques... Et en plus, il dit, ce que j'ai fait, c'est pas optimisé, quoi. C'est-à-dire, si tu mets du travail dessus... Ça pourrait aller plus vite. Ça peut aller en quelques secondes, Mhm. Bon, alors, heureusement, on n'en sait rien en fait, mais on n'a pas de preuve que ça a été utilisé avant le patch, mais la vulnérabilité par contre était connue. Il y a un revendeur qui la connaissait, au moins un revendeur qui la connaissait déjà. Donc bon, en ce moment, c'est un peu la folie au niveau des piratages, c'est un peu la guerre ouverte. Donc on compte plus les rapports d'attaque sur les labos pour voler des données sur les vaccins, les médocs, etc. La semaine dernière, c'est l'agence médicale européenne qui se faisait hacker pour pour pouvoir récupérer les données du vaccin Pfizer. Le groupe russe Cosiber, qui s'appelle aussi APT29, aurait attaqué des labos pharmaceutiques, des universités aussi qui travaillent sur des vaccins. Il y a eu des attaques chinoises et nord-coréennes aussi. Et APT29, il est aussi soupçonné de l'attaque de FireEye, qui est une compagnie de hacking, justement, qui fait des tests de pénétration. Rien de sexuel, s'il vous plaît. Des tests de pénétration pour d'autres entreprises, pénétrer dans leur réseau évidemment, et plusieurs de leurs outils internes auraient été volés, d'ailleurs ils ont mis des contre-mesures en fait sur GitHub pour que les gens aillent voir. Mais bon, APT29, malgré leur nom de groupe de pop idol japonais, c'est du sérieux, c'est eux qui auraient hacké le parti démocrate pendant l'élection de 2016, et ils seraient liés au Kremlin, et le hack de FireEye serait le deuxième plus important après celui de la NSA en 2016, je sais pas si vous vous en souvenez. Il y avait eu un hack, et alors, tu sais que la NSA faisait des réserves de failles zero day, et que tout ça est parti, et donc c'est les shadow brokers qui perpétraient le truc à l'époque, et donc les outils de la NSA, les failles de la NSA se sont retrouvées dans la nature, et ça a, par exemple, permis de fabriquer des ransomware comme WannaCry, des ransomware qui sont devenus le cauchemar numéro 1 de centaines d'hôpitaux dans le monde entier, par exemple. Donc là, c'est du piratage sérieux, c'est pas du download de série, c'est pas du DDoS sur des serveurs PlayStation, c'est de la cyberguerre. Donc, faites vos mises à jour, quoi. Tu sais alors juste un détail, tu disais qu'il s'appelait APT28 pour la petite anecdote. Sachez que APT c'est une nomenclature de nommage, mais c'est pas les groupes de hackers qui s'auto-appellent comme ça. C'est des désignations qui sont faites par les acteurs en cybersécurité. C'est Advanced Persistent Threat Groups, donc c'est en gros les groupes de hackers identifiés, et ils arrivent à essayer de les coordonner ou de les rattacher dans des groupes. Donc ils appellent APT, et donc ils mettent un numéro derrière. Vous avez des sites qui référencent d'ailleurs ces différents groupes de hackers pour essayer de connaître un petit peu leurs origines, leurs agissements types, leurs signatures, etc. Et si j'essaye de refaire une analogie, Guillaume, sur la faille qui est exploitée pour l'iPhone, est-ce que je me risque, et tu me corriges si mon analogie n'est pas bonne, ce serait l'usine de Castor qui est habituée à recevoir des noisettes, et ils ont une procédure que quand ils reçoivent trop de noisettes, ils les chopent tous en arrière-boutique pour les traiter après aveuglément. Et là, en gros, l'idée c'est de les saturer de noisettes pour rajouter des noisettes noires, ou en tout cas des noisettes malicieuses, et en gros quand elles sont en arrière-boutique, ils traitent toutes les noisettes d'un coup sans les vérifier. Est-ce que non, c'est plutôt ça marche pas? Ouais, c'est plutôt j'ai essayé. En fait, si tu voulais faire un truc comme ça, ce serait plutôt les castors laxistes, c'est-à-dire que t'as des castors qui s'occupent de la logistique, ils vont arriver les chargements, ils vont arriver les caisses de noisettes. Bon, normalement, eux, ils sont consciencieux. Normalement, quand ils vont arriver des caisses de noisettes, ils doivent compter le nombre de caisses. Parce que après, ils balancent les caisses au mec qui s'occupe des noisettes qu'il y a dedans. Et le mec qui s'occupe des noisettes qu'il y a dedans, lui, il fait le boulot, quoi. Tu vois, il veut faire le boulot vite, il est pressé. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de personnel, ils sont sous-effectifs comme d'habitude. Donc globalement, il traite les noisettes. Bon, et après, les noisettes, il les fout donc il est fou dans la mémoire. Bref, tous les cas, lui, il fait pas trop la vérif. Donc, il faut qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui fasse la vérification du nombre de caisses. Donc, effectivement, si t'as un castor laxiste ou un castor bourré qui compte pas le nombre de caisses, et qu'il y a trop de caisses qui arrivent, et qu'il y a trop de caisses qui sont envoyées au mec qui s'occupe des trucs, le mec qui s'occupe des trucs, il fait pas gaffe. Donc, il prend toutes les noisettes dans toutes les caisses, et si, dans les 2 caisses qui restent, il y a des pistaches, il y a des pistaches qui se retrouvent dans le stock. Et ça, c'est la cata. Et c'est ce qui amène effectivement via les pistaches à faire ce qu'on veut après derrière de l'usine. Bon, écoute, évidemment ton analogie est bien plus propre que la mienne, mais c'est ton savoir-faire. Je vais pas me risquer à te subtiliser ce talent. On va plutôt passer à notre rubrique jeux vidéo avec la PlayStation qui est plébiscitée, Guillaume. Ouais, c'était les Game Awards, donc c'est à peu près c'est mi-Oscar du jeu vidéo, mi-show télé à l'américaine, bourré d'annonces plus ou moins intéressantes. Bon, l'an dernier, la Xbox Series X
Alice s'y a été montré quand même, pour la première fois. Et cette année, évidemment, il n'y a rien d'aussi marquant. Il y avait plein de bonnes annonces de jeux en images de synthèse, donc sans intérêt, puis, évidemment. Et une remise de prix sans énorme surprise, et sans remise en question non plus. Et alors, Sony a été à l'honneur avec The Last of Us, qui a à peu près tout gagné. Donc la question d'ailleurs, c'est plutôt qu'est-ce que Last of Us 2 n'a pas gagné ? Donc Last of Us 2 n'a pas la meilleure direction artistique, c'est Ghost of Tsushima, il n'a pas la meilleure musique, c'est Final Fantasy VII Remake, il n'a pas la meilleure simulation, donc ce n'est pas une simulation, d'ailleurs c'est Flight Simulator 2020 la meilleure simulation, c'est pas le meilleur jeu indépendant, sans deck, c'est Hades le meilleur jeu indépendant, c'est pas le meilleur jeu familial, alors effectivement c'est pas le meilleur jeu familial, parce que c'est Animal Crossing, et c'est pas le meilleur jeu en réalité virtuelle non plus, puisqu'il est pas du tout en réalité virtuelle, c'est Alyx, le meilleur jeu en réalité virtuelle. Et pour tout le reste, c'est-à-dire meilleur jeu d'action, meilleur audio, meilleure accessibilité, meilleure performance pour Laura Bailey, meilleure direction, c'est The Last of Us 2. Alors loin de vouloir contester la qualité du jeu, on remarquera qu'au-delà de l'aspect assez prévisible quand même de ces prix, The Last of Us 2 a aussi eu le prix de la meilleure direction, sans que personne n'évoque une seconde les conditions de développement éprouvantes, voire épouvantables, et le crunch monstrueux qu'ont subi les équipes de Naughty Dog. Donc il y a un journaliste de Kotaku qui soulève la question, légitime, peut-on dire qu'un jeu dont un des devs a dit « le jeu est très bon, mais ça a eu un coût énorme pour les équipes », peut-on dire qu'un jeu comme ça peut être récompensé pour la meilleure direction ? Doit-on récompenser une direction qui a fait souffrir très longtemps beaucoup de gens ? Doit-on encourager ainsi la pratique du crunch ? Peut-on même dire qu'un jeu qui nécessite un crunch violent est bien dirigé ? Bon, il n'y a aucune de ces questions qui a été soulevée pendant les Game Awards, ça c'est clair. Bon, il faudra un moment que les journalistes, des gens qui pèsent, disent stop et fassent un geste. Alors, Jason Schreier, par exemple, le fait, mais c'est pas si courant, tu vois. Et ne pas donner à Uncharted sa médaille en chocolat de la meilleure direction, en expliquant pourquoi, ça aurait pu être un geste dans ce sens. Écoute, tant pis, voilà. Nous, en tant que consommateurs, que faire ? Alors, surtout pas boycotter le jeu, évidemment. Ce serait terrible pour tous ceux qui ont versé des larmes et du sang dessus pour qu'il soit ce qu'il est, bien entendu. Par contre, on peut donner des signaux si on est satisfait avec des jeux un peu moins beaux, un peu moins techniquement complexes, ou un peu moins longs, mais dont les équipes ont des conditions de travail humaines. Par exemple, on peut jouer à Hades, par exemple. Alors montrer qu'il n'est pas forcément nécessaire de presser les gens comme des citrons pour faire un super jeu, puisqu'il y a en espérant que Naughty Dog s'inspire un peu de Super Giant Games. Sur Xbox, des récompenses ? En fait, il y a eu pas mal d'annonces. Il y a pas eu de récompense. C'est Xbox. C'est vraiment la PlayStation qui a été plébiscitée. C'est impressionnant. Donc, il y a eu des annonces. Alors, je sais pas si t'as vu les annonces qu'il y avait. S'il y en a qui te tentent, qui te font vivre. Non, j'ai pas. Je me suis absolument pas dimensionné pour regarder. Mais par contre, je sens que tu vas me faire saliver. Si je te dis Mass Effect, Dragon Age, Perfect Dark, Ark 2. Toutes ces... Alors, il y a des licences qui me parlent dedans, mais dis-moi en plus. En fait, je peux pas trop parce qu'il y a eu que de la cinématique en CG, et je vois pas trop l'intérêt, moi, tu sais, des cinématiques en CG, parce qu'à part une vague idée de la direction artistique, ça montre rien. Mais bon, écoute... C'est un trailer plutôt qu'autre chose, et encore, ça en dit pas grand-chose, en fait. Ouais, alors on a aussi eu un nouveau... Enfin, on a eu un petit peu nouveau quand même, on a eu The Callisto Protocol, qui est un truc à la Dead Space, carrément, et Back 4 Blood, qui est un nouveau Left 4 Dead, littéralement, ça se cache même pas, quoi. Et voilà, on a aussi eu l'annonce de Flight Simulator sur console, et comme je m'y attendais un peu quand même, depuis que j'ai moi-même testé le jeu, il y aura pas de version Xbox One, faut pas rêver. Mais par contre, sur Series, l'expérience a l'air d'être totalement conforme à celle d'un gros PC, donc c'est quand même vraiment très bien. Je pense que même sur Series S, ça devrait être absolument magnifique. Et heureusement, d'ailleurs, vu que vous aurez sans doute pas la place d'installer un autre jeu que Flight Simulator sur une Series S, mais... Bon, il faut bien que ces nouvelles consoles servent à quelque chose. D'ailleurs, elles servent aussi à faire tourner correctement Cyberpunk 2077, ce qui n'est... Non, bon, alors dis-nous tout. Malheureusement parce que clairement pas, en tout cas sur PS4 et sur Xbox Series S. Je peux pas te laisser dire ça, parce qu'en fait, les versions PlayStation 5 et Xbox Series X ne sont pas sorties. Donc le jeu tourne sur PS5 et Xbox Series X en mode de rétro-compatibilité. Donc ce sont en fait les versions PS4 en mode PS4 Pro que tu vois sur PS5. Bon, effectivement, alors, peut-on faire un épisode sans parler de Cyberpunk 2077 ? Apparemment pas. Ces derniers temps, c'est compliqué. Donc ça se vend très bien quand même, Cyberpunk, c'est un carton, mais en même temps, c'est aussi le gros scandale de l'année pour les joueurs PS4 et One, qui se retrouvent avec un jeu terminé à l'urine de castor, faut quand même le dire, parce que ça vous a pas échappé, Gamecult ont été parmi les premiers à en parler, mais
pas les seuls, à montrer que la version PlayStation 4, dès lors qu'on se balade dans l'open world, et en particulier en voiture, c'était juste pas jouable. Le jeu se permet d'être moche et ramé. Et les passages entiers sont autour de 20 FPS avec un graphisme en 720p flou, des textures qui apparaissent quand elles ont le temps. Et puis franchement, ça me fait relativiser le portage d'Outer Worlds sur Switch, tu vois. Et bon, voilà, on parle pas des bugs et des crashs. Bon, jeuxvideo.com, qui est pas particulièrement réputé pour sa sévérité, a mis conjointement un 17 à la version PC et un 7 à la version PS4. Bon, voilà, c'est pour dire, l'action CD Projekt Red a complètement dévissé à la sortie du jeu le 10 décembre, après la sortie du jeu le 10 décembre. Elle remonte depuis les excuses, parce que oui, c'est à tel point que CD Projekt Red s'est publiquement excusé, et permet même le remboursement des joueurs mécontents, ce qui est excessivement rare, ce qui est peut-être même une première sur console aussi. Donc ils annoncent dans une longue lettre tout mettre en œuvre pour réparer, je cite, la version PlayStation 4 et Xbox One, à coup de patch dans les semaines et les mois à venir. Donc il y en aura un en janvier, un autre en février. Alors attention, c'est pas pour faire ressembler Cyberpunk sur PS4 à la version PC qu'on voit sur YouTube, c'est pas possible. Mais c'est pour la rendre jouable. Alors je suis curieux d'ailleurs de voir jusqu'où ils pourront aller, parce que bon, soyons clairs, Cyberpunk 2077, c'est pas un jeu PS4. C'est un jeu next-gen en vrai, il est sorti sur PS4 parce que tu peux pas te priver de la manne économique que ça représente. Mais techniquement, ce jeu rentre pas sur PS4, il rentre pas encore moins sur Xbox One, les versions de 2013. Et bon, à moins de le sabrer violemment, évidemment, ce qui a été le cas, mais ils l'ont sabré un peu trop violemment, donc ça va quand même être un sacré casse-tête de remettre ça, de faire au mieux, quoi, on va dire. En tout cas, si vous n'avez pas de PC haut de gamme, il est urgent d'attendre au moins jusqu'en février, ce qui en substance sonne encore comme un report supplémentaire, puisque concrètement le jeu n'est pas fini, tout simplement. Alors j'ai peur que ça se traduise d'ailleurs par un crunch encore étendu pour les équipes consoles, et on est de tout cœur avec eux. Heureusement, ce bad buzz n'aura finalement pas d'impact sur leur bonus, même sur PC, parce que même sur PC le jeu est pas parfait, il y a des bugs qui avaient tendance à faire baisser un peu les notes, mais désormais les bonus des équipes sont plus reliés au score métacritique et c'est déjà ça quoi. Bon, écoute, on verra. Après tu sais, The Witcher 3 était sorti dans un état qui était loin d'être optimal aussi, et ça l'a pas empêché de devenir culte. Et honnêtement, d'ici un an, après une volée de patchs, après des vraies versions PlayStation 5 et Series, après les DLC, etc., en fait, on aura peut-être oublié ce lancement vraiment compliqué de Cyberpunk, parce qu'il a la trempe en fait de devenir un vrai classique. Donc c'est vraiment, ça pourrait être vraiment intéressant de voir comment il va évoluer et à quelle vitesse on va oublier tous ces trucs, parce que c'est un lancement qui est presque quasi catastrophique en fait. Il est historiquement catastrophique, effectivement. Je pense que même quand on s'intéresse pas de très près aux jeux vidéo, on peut être que marqué par ce type de sortie parce qu'il avait été très attendu aussi. Et effectivement, le résultat, le problème, c'est qu'il est pas tant lié à uniquement, je sais pas, des problèmes de purement de développement, j'ai l'impression, mais c'est clairement les limites de la physique aussi. C'est que l'ambition de la restitution graphique n'est pas à la hauteur de ce que permettent aujourd'hui de faire tourner les machines des consoles qui sont aujourd'hui dans nos salons. C'est compliqué parce que si tu veux, on peut toujours dire que quand même il y a des jeux magnifiques et il y a GTA 5 qui est très beau sur PS4, il y a Horizon, il y a Red Dead 2. Après Horizon, Red Dead 2, c'est pas du tout les mêmes c'est pas les mêmes types d'environnement, donc c'est un peu difficile de les comparer. Mais bon, il y a quand même des beaux open world sur PlayStation 4 qui sont beaucoup plus beaux que les Cyberpunk actuellement. Après, ils ont développé un truc sur PC qui met à genoux les gros PC, et c'est fait pour. Et du coup, le jeu est magnifique sur un gros PC. Là, écoute, il aurait juste pas dû sortir sur PlayStation 4. Normalement, il aurait pas dû sortir, mais économiquement, tu pouvais pas vraiment faire autrement, quoi. Mais du coup, il fallait, je sais pas le sortir dans cet état, quoi. Parce que là, en fait, tout le monde est perdant. Ouais, c'est sûr. Il y a une plateforme sur laquelle les retours sont globalement positifs, c'est Stadia. Pierre-Olivier Liebman, que vous entendez de temps en temps dans Tech Café, a passé quelques heures dessus, avec certes quelques bugs, mais qui restent anecdotiques, et surtout une restitution graphique plutôt de qualité. Alors au passage, j'ai fait un petit peu mes devoirs, Guillaume. Moi, j'ai lancé Destiny 2 sur Stadia depuis la semaine dernière. J'ai joué à Bomberman. Écoute, à comparer avec mon expérience avec Shadow, je trouve que c'est sans commune mesure en termes de stabilité.
J'ai quelques petits artefacts, on le sent bien, et encore je suis assez loin d'un point de vue Wi-Fi de mon point d'accès. Là, je suis pas complètement au top, même si j'ai un excellent débit. Et malgré tout, la qualité et la restitution sont bluffantes, et on n'a pas du tout cette impression d'être limité par les performances réseau, ce qui est vraiment, j'avais le sentiment d'être dans ce cas avec Shadow, avec le PC Shadow. En tout cas, Stadia, c'est une plateforme qui continue à évoluer. Alors, bon, deux questions. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution de la plateforme, et surtout, est-ce que tu l'as testé depuis la semaine dernière? Non, mais j'ai failli, mais en fait, non. Malheureusement pas. Mais d'ailleurs, oui, c'est vrai que j'ai dit, si vous n'avez pas un PC haut de gamme, ou si vous n'avez pas Stadia, effectivement, il faudra attendre. Stadia est une possibilité. Alors, au passage, tout dernier point sur Cyberpunk, il semblerait que le jeu sous-utilise les AMD Ryzen, qui ont moins de 8 cœurs. Ou 8 cœurs ou moins de 8 cœurs. Si c'est votre cas, et que votre jeu est CPU limité, il existe un fixe manuel à effectuer, et il y a les détails qui sont sur le site de TechSpot, et le lien donc est dans les notes de l'émission. Donc si vous avez un AMD Ryzen et que vous ramez un peu sur Cyberpunk, allez voir peut-être. Mais bon, revenons à Stadia effectivement. Donc petit à petit, Stadia va-t-il ressembler à Luna? Ben, c'est possible, hein, car ce truc dont je connais pas le nom parce que ça change tout le temps, mais cette fois je crois que dernièrement ça s'appelle Ubisoft Plus. Là c'est tout simplement, c'est quoi? C'est le Game Pass mais pour les jeux Ubisoft, hein, tout simplement. Ben, le Ubisoft Plus donc arrive sur Stadia. Alors pas besoin de Stadia Pro, hein, vous pouvez jouer à tous les jeux Ubi pour 15 balles par mois sur n'importe quelle machine via Stadia. Concrètement, c'est comme avoir une chaîne Ubisoft sur Stadia, et c'est exactement l'équivalent de ce que veut faire Luna, donc d'Amazon, où d'ailleurs Ubisoft est aussi présent. Donc sur PC, c'est quand même 100 jeux. Sur Stadia ou Luna, c'est probablement moins, mais bon, le catalogue, voilà, ne m'est pas connu pour le moment, parce que j'ai eu un message d'erreur quand je vais le voir sur le site, mais bon, ça c'est un autre truc. Il serait quand même improbable que Watch Dogs Legion ou que Assassin's Creed ou que Phoenix machin ne fassent pas partie de la fête, quoi. Donc c'est une possibilité, c'est 15€, mais bref, voilà, ça fait quand même beaucoup de jeux, et comme tu disais, besoin de rien, hein, envie de lui. Donc c'est aussi une possibilité, voilà. Donc, petit à petit, Stadia pourrait commencer à comprendre comment ça fonctionne maintenant, quoi. Bon, gageons qu'il l'avait en tête, mais que le temps de déploiement n'était pas si évident. Bon, en tout cas, il était urgent d'y passer. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut être convaincant sur le plan technique. Allez tester, tiens, Destiny 2, hein, d'ailleurs, par exemple. Je pense que c'est un bon test de votre côté si vous voulez voir à quel point c'est immersif. Il y a quand même un truc qui est bluffant sur Stadia, c'est la simplicité, Guillaume. C'est incroyable de se rendre compte que tu lances un jeu sur Stadia plus simplement que tu lances une vidéo sur YouTube. Avec ton navigateur Chrome qui s'adapte de manière hyper intuitive, c'est bluffant, et c'est très déroutant de te dire que t'es dans un navigateur au passage, et c'est une expérience sympa à tester. On a fait le tour de nos news de cet épisode de Tech Café, qui sera peut-être un des derniers épisodes de Tech Café de cette année. On aura encore l'occasion de parler dans ce flux RSS que représente le podcast Tech Café, donc restez abonnés jusqu'à la fin de cette année 2020, tenez bon. En attendant, évidemment, comme je vous le disais en intro, je ne peux que vous inviter à soutenir Tech Café sur Patreon et à faire partie de la communauté des soutien, à discuter avec nous, mais aussi entre vous sur le serveur Discord de Tech Café, dont le lien figure dans les notes de l'émission, de nous suivre sur Instagram, Tech Café Podcast, de rester à l'affût parce qu'un épisode de Tech Café domotique de fin d'année, et vous savez qu'ils font mal au porte-monnaie ceux-là, mais ils sont diablement intéressants, devrait arriver en fin de semaine. Si vous ne l'avez pas écouté, allez aussi écouter le précédent épisode dans le flux du podcast qui est le hors-série, une conversation que j'ai eue avec Elias, dont on vous a parlé dans cet épisode. De manière très incontournable, si vous vous intéressez à la pop culture, vous pouvez aussi aller écouter sur paraculte.fr le dernier épisode donc de Paraculte, où tu as échangé avec Pierre-Olivier, qui nous a fait un exposé, je trouve, magistral du rap français, qui est vraiment un sujet qui m'est assez étranger en fait à la base, et je crois que c'était aussi le cas pour toi, Guillaume, mais il a été à la fois très pédagogique, et surtout il nous bouscule un certain nombre d'idées préconçues sur le rap, et il nous met en lumière
lumière des spécificités, à commencer par le fait que en France, dans les tops des classements de musique, il y a souvent du rap français, alors qu'aux US, dans les top 10, il y a très rarement du rap. C'est hyper intéressant de voir cette spécificité culturelle dans Paraculte. Et puis, je peux aussi vous inviter à aller écouter Relife, que j'anime une fois tous les 15 jours avec mon copain Matt. On a parlé dans le dernier épisode de la méthode agile, ou plutôt des méthodes agiles. Et le prochain épisode parlera de l'Apple Watch. Donc, avis aux fanboys passionnés de la montre de la marque à la pomme, allez écouter évidemment Relife et vous abonner. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, je pense que pour l'instant, on peut me retrouver devant Netflix, en regardant, en zappant sur le catalogue et en me demandant qu'est-ce que je fous là, et en ayant la chanson de la dernière séance d'Eddie Mitchell, comme ça, en sifflotant la dernière séance, en me disant peut-être j'y retournerai jamais, peut-être, va savoir. en train de réfléchir à l'avenir, effectivement, à l'avenir économique des cinémas, ou en écoutant du rap, va savoir. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup de votre écoute, de votre fidélité et de tous vos retours, semaine après semaine dans le podcast. On se dit à très bientôt pour un ultime, peut-être, épisode de Tech Café. Ciao, de 2020. De 2020, ouais, parce que, attends, on arrête, j'étais pas au courant. Non, ça continue de plus belle. Merci de votre fidélité, à très bientôt. Ciao à toutes et à tous.